Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Dossou-Yovo, consultant politique de développement, et de nos éditeurs Alice Daoudatal et Gracien Okintikiza. La Banque mondiale compte investir 6 milliards de dollars pour l'initiative de la Grande Muraille Verte, ce qui a été annoncé lors de la conférence internationale sur le projet qui avait lieu à Dakar. Pour rappel, il s'agit d'une initiative visant à sauver les richesses naturelles et humaines menacées par la sécheresse dans le Sahel. Alioune Guindo. La Banque mondiale ambitionne d'investir 6 milliards de dollars dans la Grande Muraille Verte. À l'occasion de l'ouverture de la première conférence sur cette initiative, la Banque mondiale a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'ambitieux projet. L'initiative de la Grande Muraille Verte entend réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire à travers la restauration des terres dégradées de plusieurs pays africains. Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 300 millions d'Africains vivraient sur des terres arides. Le problème de la désertification n'est pas dans tous les domaines du Sahel. Et donc, il vaut mieux positionner la muraille verte aux endroits où il y a vraiment la problématique de désertification. Le plus important, c'est que l'implantation de la muraille verte, elle est bénéfique d'un point de vue environnemental, social et économique. La désertification est le principal défi de la Grande Muraille Verte. Elle est une des principales causes de pauvreté en Afrique subsaharienne. Selon le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Jim Adoum, la dégradation des terres en Afrique entraîne sa croissance économique. Ce serait environ 3% de la croissance agricole qui est perdue annuellement en Afrique du fait de la dégradation des terres, soit environ 9 milliards de dollars. Nous butons toujours sur les questions de financement. Donc il n'y a pas que la muraille verte. Donc aujourd'hui, si on nous dit que la Banque mondiale va mettre à disposition 6 milliards de dollars pour qu'on s'occupe de la muraille verte, mais ce n'est que normal. Maintenant, ce qui reste souvent problématique, c'est la mise à disposition des fonds par rapport à un délai qui soit raisonnable. Et puis, la deuxième chose, c'est se poser souvent la question de savoir est-ce qu'une telle somme est suffisante. La première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille Verte se tient quelques mois après la conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est tenue à Paris, en France, en décembre 2015. Selon Abdoulaye Baldé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la prise de conscience des problèmes environnementaux et de développement durable. Serge Dossou-Yovo, quel regard portez-vous sur cette initiative pour lutter contre l'avancée du désert? Alors, la question est de savoir d'abord en quoi consiste cette grande muraille, pour voir si résoudre le problème consiste à lutter contre l'avancée du désert. En regardant un peu cette initiative qui a été donc lancée par les 11 pays, depuis le Sénégal jusqu'à Djibouti, il faut savoir qu'il ne s'agit pas simplement de planter des arbres pour faire reculer le désert, parce qu'en fait, le désert a toujours existé et n'a pas menacé les populations depuis la nuit des temps. En revanche, ce qui a changé, c'est les pratiques des hommes. Les populations ont augmenté dans ces régions-là et donc les terres ont souffert de monoculture, elles ont souffert de surpâturage. Et donc, le vrai problème, il est là. Donc finalement, l'initiative consiste à éduquer les gens et à leur donner les moyens de transformer leur méthode ou leur mode de vie de manière à s'adapter à ces terres arables qui deviennent de plus en plus arides. Et c'est en cela qu'on parle d'étendue du désert. L'initiative de la Banque mondiale est à saluer, naturellement, mais je crois que sur la fin du reportage, il a été mentionné un élément très important. Chaque année, on perd 9 milliards de conséquences, en conséquence de tout ce qui se passe. Et la Banque mondiale mène 6 milliards. Ça veut dire qu'il reste encore un gap à combler sur une année. Et imaginez, depuis le temps que ça existe, quelle est l'efficacité que ça va avoir, premièrement. Deuxièmement, ces 6 milliards, la Banque mondiale a bien indiqué ce qu'il fallait en faire, c'est-à-dire créer un centre d'innovation, partager les connaissances et renforcer les capacités. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les connaissances qu'on veut partager? Qui va les partager? Puisque la zone est définie. Et donc, avons-nous les mêmes problèmes ailleurs pour pouvoir tirer profit de ce qui s'est passé ailleurs? J'en suis pas si sûr. Et c'est là où je me pose quelques questions. Daouda, alors qu'est-ce qui rend difficile la mise en œuvre de ce programme? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait plusieurs pays qui soient concernés, que finalement il faille une coopération étroite? Oui, parce que je pense qu'il y a une question de volonté politique, parce que la Grande Muraille Verte, c'est effectivement une bande verte que l'on souhaite qui traverse cette zone sahélienne. Mais les États, aujourd'hui, depuis que ça a été lancé en 2007, n'ont pas les mêmes résultats. Si je prends le cas du Sénégal, on estime qu'il y a à peu près
30% de réalisation par rapport aux objectifs. Ce pays a mis en place une agence de la Grande Muraille Verte, une agence nationale qui dépend de l'État et qui peut du coup aller lever des financements, etc. Je ne suis pas sûr que tous les pays aient fait la même chose, même si, je pense que ça va venir aussi parce que depuis la conférence de Paris, les choses sont relancées. Donc, je pense qu'il y a un projet global, mais chaque pays a sa part à réaliser. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a des différences dans l'approche et dans les résultats qui sont atteints. Mais ce financement de la Banque mondiale, j'espère que ça va aussi permettre de refédérer l'ensemble des États autour du projet, parce que c'est une approche globale. Les changements climatiques, c'est une approche globale. Aujourd'hui, les dégâts qui sont causés dans d'autres pays se font sentir jusqu'en Afrique même. Et puis, voilà, et on parle de réfugiés climatiques, etc. Donc moi, je pense que ceux qui ont lancé ce projet, l'ancien président Wade et ses pairs de l'époque sont de grands visionnaires à ce niveau-là, parce que je pense qu'autour, on peut développer des projets de développement liés au pastoralisme, etc. Gracia, en parlant de conséquences, lors de cette conférence, il a été dit que lutter contre la pauvreté au Sahel, c'est lutter contre l'insécurité qui affecte les pays de la sous-région. Vous partagez cette analyse? Oui. S'il y a l'insécurité, il y a la pauvreté parce que les gens n'ont pas le temps de faire l'agriculture ou de faire l'élevage. Et en même temps, il faut dire que lutter aussi contre l'insécurité, il faut aussi lutter contre la pauvreté parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, surtout dans le Sahel, sans beaucoup de choses, sans récolte, et donc du coup, ils peuvent s'adonner à la contrebande, à l'insécurité. Juste, je voulais dire un petit mot concernant cette histoire-là de la lutte contre la désertification. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qu'on met dans ce système, dans cette lutte. Et cet argent-là rentre dans l'administration, non pas sur le terrain. Il faut vraiment que nous, les Africains, on se pose des questions. On nous a apporté, la colonisation nous a apporté la façon de travailler la terre, de retourner la terre. Avant, nous, les Africains, on ne retournait pas la terre. On laissait, on plantait et on enlevait les mauvaises herbes. Maintenant, même à côté du Sahel, on retourne la terre, c'est-à-dire on massacre la terre, on expose la terre sous le soleil, au lieu de protéger la terre et de ne pas la retourner tout simplement. C'est de cette façon, parce que l'humidité reste, il faut vraiment avoir des idées innovantes. C'est de cette façon qu'on pourra au moins faire reculer la désertification du Sahel. Merci. Direction à présent la Côte d'Ivoire qui veut relancer son tourisme et ce en dépit des craintes d'insécurité. L'attaque terroriste du 13 mars 2016 sur la plage de Grand Bassam a fait fuir les visiteurs étrangers. Le secteur constitue pourtant l'un des éléments clés de la transformation de l'économie ivoirienne après des années de crise politique. Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, les opérateurs du secteur hôtelier se mobilisent. Objectif, trouver une solution à la baisse de fréquentation des plages de la cité balnéaire de Grand Bassam après l'attaque djihadiste du 13 mars 2016. Le tourisme constitue l'un des piliers de l'économie ivoirienne. En 2015, il représentait 4,8% du produit intérieur brut du pays. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme s'impliquent activement dans la relance du secteur. On avait besoin, après toutes les crises que nous avons eues dans ce pays, de faire ressortir un peu la dimension et le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre généreuse, plein de choses à découvrir, notamment la culture. 60 ethnies en Côte d'Ivoire, pour nous c'était important. Important qu'on puisse dire aux autres, nous nous sommes battus entre nous, mais nous nous sommes réconciliés et nous sommes dans la voie, et sur cette voie de la paix. C'est un pays de paix. Nous nous retrouvons pour dire, maintenant venez chez nous, venez voir ce qu'il y a. À Grand Bassam, l'activité touristique tourne au ralenti depuis l'attaque djihadiste du 13 mars. Malgré des craintes d'insécurité, les propriétaires des complexes hôteliers travaillent pour attirer les touristes et rétablir le pays comme une destination de choix en Afrique. Je suis revenu, c'est pour travailler. Je crois que le problème des djihadistes, je ne peux pas laisser ces gens-là prendre le dessus. Ouais, c'est vrai que j'ai perdu 95% des clients, mais je crois que je vais résister, je vais persister, je vais essayer toujours de travailler, je vais rester pour montrer aux Ivoiriens et à tout le monde que nous, les djihadistes et tout ça, ça ne peut pas nous faire tomber. Au lendemain des attentats du 13 mars 2016,
Les autorités ivoiriennes avaient annoncé une aide de 200 millions de francs CFA pour les opérateurs économiques touchés par ces drames. Le gouvernement vise 1 million de touristes en 2016, soit presque le double du nombre de l'année dernière. Daouda, est-ce que vous pensez que cette attaque qui a eu lieu sur la plage du Grand Bassam va avoir des répercussions durables sur le tourisme en Côte d'Ivoire? Des répercussions immédiates, certainement. Durable, pas forcément. Tout va dépendre de la capacité des autorités à apporter des réponses efficaces à ce problème, justement. C'est-à-dire que le tourisme en Côte d'Ivoire est en train de se développer vraiment. Et je pense que c'est dommage que cette attaque de Grand Bassam anéantisse, en tout cas ralentit un petit peu ce qui était en train d'être fait. Parce que vraiment, le gouvernement ivoirien est en train de booster son tourisme véritablement. Et maintenant, bon, il y a une dimension aussi internationale vis-à-vis géopolitique, politique même, j'allais dire. Parce que le tourisme est fortement connecté à tout ce qui est à l'international. En fait, en politique internationale, tout simplement. Je vous donne un exemple. Si le ministère des Affaires étrangères, sur son site de conseil aux voyageurs, interdit une zone donnée, bon, les touristes français, disons-le, c'est la première clientèle des pays africains francophones qui pratiquent le tourisme. Donc les Français ne vont pas y aller. Pourquoi? Parce qu'on va leur dire vigilance ici. Et ça, c'est comme des alertes automatiques. Il y a un attentat, on conseille aux voyageurs d'être vigilants ou de ne pas aller dans telle zone. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement ivoirien fasse un plaidoyer dans ce sens pour montrer que son pays est sûr et que c'était une attaque, certes regrettable, ponctuelle, mais que le pays est sûr et que les gens peuvent venir. Je pense qu'en Afrique, les États ont souvent manqué à faire ce plaidoyer. C'est pareil pour le Sénégal, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire, etc. Je pense que la diplomatie, c'est aussi ça. Grâce vous êtes d'accord, il faut que les autorités fassent un vrai travail pour rassurer les touristes étrangers? Oui, un vrai travail, comme il a dit, je dirais même de la publicité. Il faut faire la publicité dans les médias d'ici parce que ce qui s'est passé, disons, c'est très amplifié dans les médias. Il faut aussi faire travailler les médias parce que le touriste qui est ici se dit qu'il y a l'insécurité là-bas. Il faut expliquer que finalement, l'attentat qui s'est passé en Côte d'Ivoire au niveau de cette zone a fait moins de morts que l'attentat à Paris. Donc finalement, que le touriste qui est à Paris, il n'est pas plus sécurisé que le touriste qui est en Côte d'Ivoire. Donc c'est de cette façon-là qu'on fait comprendre ce qui se passe, c'est un seul ennemi, et le seul ennemi, il a frappé ici une fois, il a frappé en plusieurs endroits en France, il a frappé en Belgique. Donc finalement, c'est un terroriste qu'on combat ensemble et en même temps, il peut être présent n'importe où. Donc, cela ne peut pas empêcher les touristes de venir. Nous, on a compris, on a appris la leçon. Maintenant, on sécurise. Serge Dossou-Yovo, le tourisme, c'est un vrai secteur de croissance maintenant, aujourd'hui, en Afrique subsaharienne? Ah oui, forcément. Aujourd'hui, je crois que les modèles économiques traditionnels sont épuisés et que le tourisme est une des voies par lesquelles l'Afrique subsaharienne va... On a parlé d'agriculture tout à l'heure rapidement, avec le tourisme et la culture. Moi, je suis convaincu que c'est les trois piliers qui vont permettre, dans les 10-15 prochaines années, aux pays subsahariens de reprendre un envol. Pour revenir un peu, moi, je crois qu'il faut, au-delà de la publicité, s'il y a eu attentat, c'est qu'il y a eu faille, quelque part. Et c'est ce que craignent les touristes. Et il faut faire de la publicité, c'est vrai. Il faut faire de la diplomatie pour expliquer. Mais je crois qu'il faut mettre le doigt sur les failles et montrer aux touristes potentiels que la faille est comblée. Ça ne veut pas dire qu'on a comblé toutes les failles. Mais c'est parce qu'au-delà de dire oui, nous sommes sécurisés, il faut que ceux qui ont peur de venir constatent par eux-mêmes qu'effectivement, ce qui a permis aux djihadistes de frapper n'est plus possible aujourd'hui. Je prends par exemple le cas des aéroports. Il y a beaucoup d'aéroports africains, Dakar, Abidjan, Cotonou, pour ne citer que ceux-là, aujourd'hui, où avant on entrait, avant de subir les contrôles de police, aujourd'hui on vous contrôle à l'entrée même, avant même que vous entrez dans le hall de l'aéroport. Donc ce sont des actions fortes, certes
peut-être banales, mais qui rassurent et qui disent, oui, effectivement, la question de la sécurité a été prise en compte. Et je crois, sur la fin du reportage également, on a vu un tenancier d'un complexe hôtelier dire, nous ne nous laisserons pas abattre. Et c'est ça aussi, c'est la mentalité des locaux, montrer aux touristes qui sont toujours disponibles et qui ne baisseront pas les bras et qui iront à l'affront de ces djihadistes. Oui, Gratien. On peut dire qu'on ne peut pas avoir la sécurité à 100%. Il ne peut pas avoir de sécurité à 100% dans n'importe quel pays, surtout avec les gens qui sont des kamikazes. Je dirais même que dans le domaine de la sécurité des présidents, je dis bien des présidents, des chefs des États, quand il y a des kamikazes, des gens vraiment qui veulent se faire sauter ou qui peuvent se dire « j'accepte d'être tué », c'est très difficile, là je parle du domaine que je connais très bien, c'est très difficile, disons, de dire que le président est garanti, sa sécurité est garantie à 100%. Donc, c'est arrivé. Ça peut aussi arriver dans n'importe quel pays. Il y a les failles. Les failles sont dans tous les pays, même l'État le plus protégé comme l'Israël. Il y a des failles aussi, il y a des atteintes. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, 468 millions de dollars. C'est le coût total du plan pour le développement des infrastructures portuaires au Maroc. Un plan financé par l'État à travers un partenariat public-privé qui consistera notamment à la réparation et la maintenance de la flotte nationale ainsi que la construction de navires. Daouda, l'état des infrastructures portuaires d'un pays, c'est un élément qui influe de manière importante sur les échanges commerciaux? Oui, totalement, surtout que le Maroc a une politique d'ouverture vers l'extérieur pour attirer les investisseurs étrangers. Il y a de grands groupes français, par exemple, que ce soit dans le domaine automobile, etc., qui sont installés là. Et forcément, il y a besoin d'une architecture, d'une infrastructure digne de son nom pour pouvoir quand même garantir l'exportation de tous ces produits, toutes ces voitures, etc., qui sont produits sur place, parce que, bon, après, c'est destiné à la fois au marché marocain, mais aussi pour l'exportation. Je pense que c'est un élément important pour attirer les investisseurs qui souhaitent délocaliser. Et c'est un exemple, je pense, pour beaucoup de pays. Au lieu de faire des aéroports qui vont avoir 50-100 passagers, je pense qu'il faut miser sur ce qui permet le développement. Gratien, est-ce que le Maroc a une place à se faire dans ce domaine naval sur le pourtour méditerranéen? Oui, il y a une place. Il y a déjà la place méditerranéenne. Il y a aussi de l'autre côté aussi l'océan Atlantique. Donc, il y a toujours un besoin. Et on sait bien que les investisseurs viennent dans ce pays. Et surtout, c'est un pays de sous-traitance. Il y a beaucoup de pièces qui sont sous-traitées. Alors, quand on est dans le domaine de la sous-traitance, on parle de délai pour les entreprises. Une entreprise veut s'installer, sous-traiter, produire des pièces, quitte à ce que ça soit livré en France dans un délai. Or, si on a des ports qui sont vestus, on a des ports où les débarquements posent des problèmes, c'est-à-dire que les délais s'allongent, ce sont les clients qui sont perdus. Par contre, si on améliore la fluidité du port, cela aussi donne confiance aux investisseurs et ce qui fait que c'est un élément déterminant pour surtout les délocalisations dans ce pays. Alors, Daouda, une zone portuaire, c'est aussi un moyen de créer un bassin d'emploi? Ah oui, totalement. Après, pas seulement peut-être dans l'infrastructure portuaire. Bon, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de personnes qui travaillent au port. Bon, il y a les travaux de manutention, etc. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est vraiment l'industrialisation du pays. Même si ça peut être même l'agriculture, à condition que ce soit transformé sur place. Je pense que le port, quand même, est un outil important pour connecter son pays vis-à-vis de l'étranger en termes d'export. Et comme la balance commerciale des pays africains est souvent déficitaire, et ben voilà là un exemple, par exemple, qui pourrait bien marcher. Serge Dossou-Yovo, peut-être un mot? Oui, un mot sur l'infrastructure portuaire. Je prends l'exemple du Togo, que je connais un peu. Togo, en les 5 dernières années, a multiplié sa capacité portuaire par 4. Et on voit le résultat tout de suite. Vous allez sur le port de Lomé, vous avez une centaine de navires qui sont en attente d'accoster. Et l'activité portuaire a décuplé les rentrées de revenus. À l'inverse, les 5 dernières années au Bénin, rien ne s'est passé. Les chiffres ont chuté complètement. Donc je crois que, comme disait Daouda, l'infrastructure portuaire est très importante aujourd'hui, surtout parce que ça permet à un pays d'exporter. Et il faut chercher plus à exporter qu'à importer. C'est ce qui fait la différence et qui fait rentrer, on va parler simplement, les sous. Donc effectivement, le Maroc se positionne bien et a compris que c'est un levier qu'il faut actionner pour augmenter ses recettes.
Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e volet de cette semaine consacré au Burkina Faso. Serge Dossouyou, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, un plaisir renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Et Gracia, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.